Donc, les petits papiers sur la famille, moi je vais les lire d'abord de mon côté pour voir comment j'oriente éventuellement certaines séances du cours en fonction. Et on reviendra dessus à la toute fin du semestre parce que l'objectif en tout cas que je me suis fixé, que je vous propose, c'est de faire bouger, j'espère, un petit peu vos définitions de ce que c'est que la famille notamment et la parenté, qui sont deux notions qui ne se recoupent pas mais qui sont évidemment très connexes. Alors, je suis censée l'avoir téléchargé, le PowerPoint, mais où est-il? Zou. Avant qu'on commence, je voudrais faire un petit point sur les notions de la semaine dernière. Déjà, est-ce que vous avez des questions, des choses qui n'étaient pas claires, des choses sur lesquelles vous auriez aimé revenir? Ah oui, donc j'ai toujours ce problème de PowerPoint qui me décale mes titres, c'est un bonheur. Pas de questions? Ok, est-ce que vous arriveriez à me retrouver collectivement les 5 piliers qui définissent, que je vous ai proposé en tout cas, de définition de ce qu'est le genre, les 5 piliers conceptuels? Ça n'est pas connecté du tout. Alors, la semaine dernière, il y a des choses qui vous reviennent? Il n'y a rien qui revient? Ouais. Le genre de construction sociale. Ouais, super. Je vois pas votre nom. Ouais, on a premier pilier. Oui. Oui, relationnel, effectivement, deuxième. Rapport de pouvoir, troisième. Quatrième. Oui. D'autres, super. Et il nous en resterait un. Est-ce qu'il vous revient? Qui sert aussi à signifier d'autres rapports de pouvoir. Alors aujourd'hui, on va revenir dessus. Bon, il se connecte toujours pas. La semaine dernière, j'ai pas souvenir qu'on ait eu des soucis comme ça. Vous vous souvenez? J'avais fait quoi? Partage d'écran, peut-être? Ah, ben voilà. Ok, bon, je suis désolée, on va avoir encore ce fameux problème de titres qui sont décalés. Vous me direz si vous avez le problème aussi sur le format qui se télécharge depuis le cursus, j'espère pas. Est-ce que... Oui. En fait, c'est quoi la différence entre le 4 et le 5? Ah, très bonne question. Donc, le 4... Si vous voulez, c'est qu'on ne peut pas étudier le genre tout seul. Les femmes et les hommes sont toujours simultanément inscrits dans d'autres rapports de pouvoir, principalement la classe et la race, donc évidemment entendu dans une perspective sociologique. J'ose espérer qu'à ce stade de vos études, c'est quelque chose qui est clair, et qui rejette toute biologisation, toute existence réelle, biologique des races, évidemment. Donc, ça c'est le 4e. Le 5e, c'est que le genre va permettre, en fait, va être un support idéologique, justement pour signifier des rapports de pouvoir, notamment ces rapports de pouvoir-là, qui sont structurels. Donc, il y a plein de travaux, alors je vais vous en citer, par exemple, Elsa Dorlin, qui a beaucoup travaillé sur, écrit un livre qui s'appelle La matrice de la race, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais qui démontre comment... En fait, qui s'intéresse aux catégories nosologiques, donc aux catégories médicales, notamment de la médecine gallénique, de Galien, donc sur les humeurs. Et pendant longtemps, en fait, les femmes ont été définies par cette médecine-là comme étant par essence valétudinaires, c'est-à-dire, si ce n'est malade, sujettes à être malades, fragiles, pas en bonne santé par essence, parce qu'elles étaient... elles avaient des humeurs humides et froides. Je crois que c'est froid. Peut-être chaud. Ah, à vérifier, ça doit être humide et chaud, je pense. Ouais, hein, et c'est ça. Merci. N'hésitez pas. Je vous invite, ça va être aussi un des objectifs du cours, c'est d'exercer votre esprit critique. C'est pour ça que je vais vous faire participer autant que possible. Ça m'inclut moi.
J'essaie de faire gaffe, quand je suis pas sûre de quelque chose, normalement je dis un peu peut-être, mais ça peut m'arriver de dire une bêtise, donc n'hésitez pas à me reprendre, encore une fois je vous en serai reconnaissante. Donc cette médecine-là a défini pendant longtemps les femmes par essence comme malades, et à partir de la colonisation, en fait, il va y avoir une redéfinition de l'état de santé des femmes blanches, alors elles restent par essence malades, sauf quand elles sont enceintes. Et les catégories, en fait, donc nosologiques, qui auparavant étaient seulement genrées, vont devenir aussi racialisées. Elles vont servir à signifier la supériorité de l'homme blanc et l'infériorité des peuples colonisés, des hommes comme des femmes. Et donc on va avoir aussi, justement, en termes Donc les femmes blanches vont être définies comme étant essentiellement, uniquement en bonne santé quand elles sont enceintes et donc potentiellement porteuses de fils blancs. Voilà. Donc vous voyez bien, là on a une construction genrée qui va servir à signifier et à asseoir et à reproduire le racisme postcolonial. Mais plus généralement, il y a énormément de travaux. Je pense, alors normalement c'était dans la partie, quand j'ai fait ce cours-là pour 12 séances, c'était quelque chose que j'abordais beaucoup plus après, donc je vais voir comment l'amener plus tôt dans votre cours parce que ça me paraît vraiment indispensable. Mais donc vraiment sur l'implication des rapports de pouvoir et comment les hommes colonisés ont systématiquement été soit considérés comme dévirilisés, efféminés, soit comme survirilisés et donc bestialisés, renvoyés au sauvage. Vous voyez que là, donc, on a un exemple typique où le genre va permettre de signifier, d'asseoir, de reproduire le racisme colonial et postcolonial. C'est toujours quelque chose d'ailleurs qui est en permanence dans les enjeux autour de... Dans tous les discours racistes, vous allez toujours trouver un substrat genré. Des hommes les hommes racisés ne respecteraient pas la norme civilisée de la masculinité, que ce soit par excès de masculinité, donc par bestialité, ou par insuffisance de virilité. Et donc par exemple en Amérique latine, qui est quand même le contexte que je maîtrise le mieux, on va avoir eu une survirilisation et une bestialisation des hommes noirs et une dévirilisation des hommes andins, par exemple Aymara et Quechua, qui étaient vus comme étant en fait hyposexuels. Est-ce que c'est plus clair? Est-ce que Julie, c'est ça qui m'a posé la question? Ouais? Ok, super. Ethnocide, épistémicide, quelqu'un me redonne la définition? Piqûre de rappel, ouais. Épistémicide, je crois que c'est la mort d'un savoir scientifique. C'est la mort d'un régime de connaissances, ouais. Ouais. Et ethnocide, c'est clair pour tout le monde? Quelle différence vous faites entre génocide et ethnocide? Ouais, c'est bien de refaire. Oui. Du coup, génocide, c'est l'extermination d'une population. Un ethnocide, je pense que c'est un génocide, mais sur une population ciblée, en fait. Alors, ça pourrait être une manière de le comprendre, mais généralement... Oui. Vous pouvez me redonner votre prénom? Moi? Oui. Romain. Romain, ok. L'ethnocide, c'est que c'est la mort sur une culture? Ouais, exactement. C'est la disparition, la mise à mort, c'est pas la disparition magique, hein, c'est la mise à mort par un peuple dominant de la culture, l'éradication d'une culture. Oui. Et du coup, on parle pas mal de gestes culturels, c'est la même chose. On peut, alors je connaissais pas le terme, pour Ouais. être tout à fait honnête, mais c'est l'idée, c'est tout à fait l'idée. Et donc on peut dire que l'épistémicide est une des facettes de l'ethnocide. Ok? Alors, aujourd'hui, on va aller plus loin sur les conséquences de l'arrivée des femmes dans la discipline ou de l'anthropologie. Alors, on va revenir un petit peu sur Margaret Mead, dont je vous ai... Oh, c'est vraiment très agaçant. Qui, comme je vous l'ai dit, donc, a été une pionnière. Je vous ai un petit peu parlé d'elle la semaine dernière. Alors, point important, je vais y revenir après. Avant d'étudier l'anthropologie, elle a fait 2 ans de psychologie. Ça a été l'étudiante, elle a été formée à l'Université Columbia par Franz Boas.
Est-ce que vous pouvez me redire, bon, vous l'avez au tableau, mais est-ce que vous vous souvenez de Boaz, qu'on a dit la semaine dernière? Oui, Julie. En fait, vu que vous disiez qu'il faut étudier les cultures hors colonisées, pour ce qu'elles font en tant que culture et pas comme avec une visée de domination. Alors, effectivement, critique de la domination coloniale, et il va plus loin que ça encore. En fait, il prend le contre-pied d'une vision donc, qui était, même si elle ne se revendiquait pas officiellement comme telle, mais qui était très inspirée des principes, enfin très empreinte d'évolutionnisme, l'idée qu'il y avait un progrès historique linéaire des cultures et qu'il y aurait eu éventuellement un foyer de départ et puis que certaines avaient avancé en laissant les autres derrière et puis que les autres, elles allaient avancer fatalement vers le même niveau de progrès, de développement, de civilisation que nous autres, les Occidentaux. Alors il prend le contre-pied de tout ça, il va être un des principaux, un des fers de lance de la théorie diffusionniste, donc qui est une théorie qui refuse cette idée donc téléologique, ça vous parle? C'est que l'histoire, elle suit une finalité linéaire, qu'elle avancerait fatalement vers le progrès. Ok. Lui, il considère effectivement donc que chaque culture doit être considérée en tant que telle et qu'on va retrouver effectivement des points communs entre certaines cultures, mais c'est pas parce qu'il y a eu des étapes d'évolution, c'est juste parce qu'il y a eu des diffusions horizontales, multipolaires, qui peuvent aller dans différentes directions et qui tendent pas vers donc une finalité historique d'un plus grand développement que les autres. Et je vous l'avais dit, je ne vais pas revenir dessus, mais c'est quand même un des inspirateurs de l'école de Chicago. Donc Margaret Mead, elle est d'abord partie donc, en 1925 à 23 ans. À l'époque, une femme seule qui part si loin, c'était pas commun du tout. Elle est partie donc en Polynésie, dans les îles Samoa, et à partir du terrain qu'elle a fait là-bas, elle va avoir écrit donc un des livres. C'est un livre qui est peut-être probablement le plus connu en réalité, parce qu'il est venu nourrir justement l'imaginaire exotisant, orientaliste, on peut dire, si on élargit le concept d'orientalisme à l'ensemble des populations colonisées, de la sexualité des peuples colonisés. Donc, Coming of Age in Samoa, donc c'est Adolescence à Samoa en français. En fait, elle va démontrer que l'adolescence telle qu'on la connaissait en Occident, et notamment aux États-Unis, où il y avait déjà un peu l'idée d'âge ingrat, de période conflictuelle, en fait, elle n'a rien, encore une fois, de biologique, elle n'a rien d'universel, c'est une construction sociale, et que chez les Samoa, au lieu d'être une période qu'on pourrait donc qualifier d'âge ingrat, au contraire, c'est une période de grande liberté, d'exploration, une période où on n'a pas encore toutes les obligations des adultes et où on peut donc explorer la sexualité, y compris d'une manière qui nous paraît très déviante à nous et surtout à l'époque, les Occidentaux, donc y compris en multipliant simultanément les partenaires et en ayant des rapports homosexuels aussi, à la fois pour les garçons et pour les filles. Alors, je vais revenir dessus après, mais c'est un livre qui a évidemment été très controversé pour plein de bonnes raisons, pour d'autres peut-être un peu moins bonnes. Ensuite, elle est partie en Nouvelle-Guinée, et donc celle-ci, on a un petit peu parlé la semaine dernière, on va vraiment approfondir ça. Il manque un E à régime. Il y a sûrement plein de fautes dans mon PowerPoint, je vais le reprendre pour le moment, notamment parce que certaines personnes m'ont demandé que je les mette en avance, donc comme ça vous pouvez suivre, je les reprendrai. Par ailleurs, il y a vraiment des slides qui sont hyper moches avec pas du tout d'image, donc ça sera, voilà, je vous mettrai la version 2.0 dans quelques jours. Donc là, elle va comparer le régime de genre de 3 populations, je vais donc y revenir après. Elle va en tirer 2 livres, le plus connu donc c'est Sexe et tempérament, qui était destiné au grand public, et un autre qui pour le coup était plutôt adressé à ses pairs anthropologues, qui est beaucoup moins connu. Elle a aussi fait du terrain à Bali, et notamment avec son mari, donc Gregory Bateson. Ça vous dit quelque chose, l'école de Palo Alto, la systémique?
Un peu. Bon, c'est important pour ce qui va suivre parce qu'à la fois, elle-même, elle a étudié un peu la psycho, et alors sans évidemment la réduire à ses rapports à son mari, hein, mais forcément, voilà, Bateson, il était à la fois anthropologue et psychologue aussi, mais il est quand même plutôt surtout connu pour ses contributions à la psychologie, et donc notamment ce qu'on appelle la systémie, qui est d'appréhender en gros les rapports dans un groupe comme faisant système, et notamment dans la famille. Donc ça va être un peu un des précurseurs des thérapies familiales. Bon, voilà, je ne veux pas m'appesantir dessus parce qu'on a beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Et donc elle a été aussi relativement pionnière dans tout ce qui était l'analyse d'images, à travers notamment son ouvrage sur Bali. Ok. Alors, sexe et tempérament. Attendez, je vais rester sur la... Vous avez bien accès au texte, ça va? Ouais. Ok, qui avait à lire le texte de Margaret Mead? Est-ce que quelqu'une voudrait bien faire un petit résumé en 1 minute de ce qu'il ou elle a compris du texte à ses camarades qui l'ont pas lu? Ne bousculez pas. Oui, oui. C'est ok. Mais en gros, elle parle de. Elle parle de 3 populations différentes en s'appuyant sur les caractéristiques et les tempéraments différents et le rôle qu'ont les genres. Donc, par exemple, là, la rapêche. Il n'y a pas d'agressivité, c'est dans la conscience du consentement, dans la sécurité, tout ça, alors que, par exemple, les voleurs, ils sont plus brutaux, ils sont plus agressifs, ils ont une sexualité exigeante. Et il y a aussi des phénomènes que je n'ai pas compris dessus, mais en gros, c'est pour dire que c'est pour montrer en fait à quel point, selon la construction sociale et la société qui est autour, ça change du tempérament, c'est pas quelque chose qui est biologiquement construit, et que même s'il y a une plasticité des tempéraments, parce que forcément dans les sociétés il y aura plusieurs comportements qui seront acceptés et qui vont ensemble, il y a quand même un modèle qui est présent et qui suit, et en fait si on n'est pas dans ce modèle-là, on est hors norme. Et que voilà, c'est que l'individu, ça prouve à quel point l'individu est malléable et que ça se fait vraiment par la société en elle-même. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Est-ce qu'elle est behavioriste? Est-ce qu'elle est behavioriste? Alors, le behaviorisme, c'est un courant de psychologie, donc je ne peux pas dire qu'elle s'inscrive exactement là-dedans. Par contre, elle est constructiviste et quelque part, vous n'avez pas tort, ça peut la rapprocher un peu du behaviorisme. La différence, c'est que les anthropologues vont aussi s'intéresser au processus discursif, aux représentations des individus, ce que ne vont pas faire les behavioristes. Les behavioristes, en fait, ils vont vraiment s'intéresser uniquement, comme leur nom l'indique, au comportement. Parce que les behavioristes ont une approche qui est aussi transespèce. Et donc, si on veut pouvoir comparer quelque part ce qui se passe chez des rats, chez des pigeons, chez des blattes et chez des êtres humains, il faut il faut comparer ce qui est comparable, et on ne peut pas comparer des processus intérieurs, donc on n'a pas accès aux processus intérieurs des animaux, et qu'à l'époque, par ailleurs, on partait plus ou moins du principe qu'il n'y en avait pas tellement. Qu'il y avait une espèce, en tout cas quelque chose qui était juste automatique entre input, donc le stimulus, et la réponse comportementale de l'individu. Donc c'est pas les mêmes traditions, si vous voulez, mais quelque part ça se rapproche au sens où il y a l'idée que les choses ne sont pas déterminées biologiquement et qu'elles sont dépendantes du contexte, et donc notamment du contexte culturel. Ça répond à votre question? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont posé question dans ce texte, ou des choses que vous n'avez pas comprises? Il y a un point que j'ai trouvé vraiment intéressant en plus, mais c'est la transformation des tempéraments en fonction de la période. Donc là, son exemple, c'est sur la
elle s'intéresse non seulement aux variations interculturelles, mais aussi intraculturelles et à la fois temporelles au sein d'une même culture et interindividuelles. Et c'est là que son background de psychologue aussi, alors, est une force, mais aussi, on va dire, elle va s'être avant tout intéressée à l'aspect quelque part psychologique, aux différences psychologiques plus qu'aux différences. En tout cas, elle va être moins dans la question des rapports de pouvoir, justement. Elle va être plus sur les différences en termes de tempérament, ce qu'on appellerait aujourd'hui les rôles de genre. Donc, c'est pas tout à fait les mêmes termes, mais elle va avoir été donc précurseuse de tout ça. Pour juste voilà, redonner brièvement, on a différentes. En fait, c'est 3 sociétés qu'elle va avoir, qui se succèdent en descendant, je crois. Je ne sais plus si elle remonte ou elle descend, mais je crois qu'elle descend le long du fleuve Sepik, donc qui est, je crois, le principal cours de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et elle va donc d'abord rencontrer les Arapèges, donc il y a une société d'agricultrices éleveuses, qui est plutôt, en tout cas, alors, qu'elle considère, je vais le dire, parce qu'après il va y avoir eu des critiques, mais qu'elle considère comme pacifique, basée sur la coopération. On a des rôles de genre qui sont, alors, qu'elle trouve peu différenciés, mais en même temps, elle nous donne quand même des informations comme quoi ils ne sont pas si indifférenciés que ça. Les hommes ont beaucoup plus facilement accès à la culture, ça va être beaucoup plus eux qui font l'interface, voire exclusivement eux qui font l'interface avec les autres communautés ou sociétés. Et ils vont avoir aussi le monopole sur le culte. Bon. Ça, c'est quelque chose que je vais vous demander de garder à l'esprit, parce que vous allez le retrouver dans énormément de textes où on va vous dire, selon ce qu'on regarde, on peut faire dire beaucoup de choses à un système social et notamment sur le genre. Et si par exemple on s'intéresse seulement aux mythes, eh ben, selon la culture, on pourrait soit nous dire, regardez cette merveilleuse société égalitaire. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup dans les discours de sens commun à l'heure actuelle, et notamment chez un certain... notamment la tendance New Age, dans les discours un peu spirituels, où on va aller extraire les mythes de populations dont on ne connaît absolument rien d'autre, pour nous dire, regardez ce havre d'égalité entre les femmes et les hommes, parce qu'ils ont des déesses, voire ils ont une grande déesse. Okay, on va y revenir, ça c'est quelque chose qu'on abordera dans le cours 5 plus en détail. Mais gardez bien ça à l'esprit, que selon, et c'est un peu ce que disait Geertz aussi, vous vous souvenez la toile de sens? Si on regarde par le petit bout de la lorgnette, on peut avoir l'impression que des sociétés sont, par exemple, très différentes, alors qu'en fait, quand on prend la vue d'ensemble, justement, en matière de rapport de genre, on va avoir en fait pas mal de points communs. Je me souviens que moi, par exemple, quand je suis partie en Amérique latine, la première fois, je m'étais un peu fait la réflexion, parce que, par exemple, en Bolivie, dans l'Altiplano et à La Paz, où j'ai beaucoup été, je trouvais que globalement, il y avait peu de harcèlement de rue par rapport à ce que j'avais pu connaître à Paris, ce que j'avais pu connaître aussi dans le nord-est du Brésil. Globalement, alors que souvent, le fait que ça soit une étrangère, soit ce qu'on appelle une gringa, je ne sais plus si vous avez dit, mais européenne, blanche et surtout les cheveux clairs. Il y en a pas mal au Pérou ou au Brésil qui en profitaient pour dire des trucs parce qu'ils pensaient que je ne comprenais pas. Et le visage, la stupeur qui se dépeignait sur leur visage quand je les envoyais proprement boulés en argot local, clairement ils s'y attendaient pas. Et en Bolivie, je me disais, mais c'est fou, c'est beaucoup moins présent. Et assez vite, je suis tombée sur les statistiques, comme quoi, par exemple, en termes de violence conjugale, c'est un des pays qui a les pires statistiques de toute l'Amérique latine. Oui. Donc voilà, le piège d'isoler seulement un aspect des rapports sociaux et d'en tirer des conclusions, c'est vraiment important d'avoir une vue holistique. Ok. Donc les Mundugu morts, ça a été dit. On est vraiment dans ce qu'on appelle une culture du viol, une culture encline au viol. Le viol est la norme de la sexualité. On a des infanticides qui sont fréquents.
et notamment par les mères. Alors ça c'est quelque chose, vous connaissez un petit peu les histoires des procès pour infanticide en Europe, en France? Vous avez entendu parler un peu de ça? C'est beaucoup des femmes qui ont été poursuivies et vous savez peut-être, certaines savent peut-être. J'ai entendu, oui, il y a quelqu'un qui peut raconter? Ouais. Ouais, j'ai entendu, c'est une loi, je sais plus trop comment c'était, mais en gros, si elle accouchait, en gros, si elle accouchait, il fallait qu'elle et qu'il mourait dans les mois qui viennent, quoi, bah, c'était considéré que c'était la faute de la femme. Alors, il peut y avoir des suspicions, y compris à l'heure actuelle, par exemple. J'ai été témoin direct de ça. Je vais vous la raconter, ça c'est intéressant. Donc, vous savez que dans la plupart des pays d'Amérique latine, il n'y a pas le droit à l'avortement, il est criminalisé. Au Pérou, dès l'article 1-2 de la Constitution, l'avortement est criminalisé, il y a un verrou constitutionnel. Le conçu est sujet de droit. Allez, restez chez vous, occupez-vous du monde. Et donc, à l'heure actuelle, on a des femmes qui sont suspectées d'avoir avorté alors que ce sont ce qu'on appelle des fausses couches. Là-bas, ça s'appelle des avortements spontanés. Il y a beaucoup à dire sur le terme de fausse couche, mais je vais éviter de faire 12 000 tiroirs dans mes tiroirs. Et donc, oui, des femmes peuvent finir en prison pour ça. Et donc, oui, l'histoire que je voulais vous raconter, c'est accompagner une femme qui a été violée. En plus, on est dans le stéréotype du viol par un inconnu qui l'a droguée, etc. Partout, on refuse sa plainte. Et je vois mon histoire de pourquoi j'étais en train d'accompagner, mais j'ai vu un des collègues du flic qui refusait de prendre sa plainte amener un dossier comme ça de femmes suspectées d'avoir avorté, où là, ça allait être instruit. Voilà. C'est pas vieux, c'est il y a quelques années. Donc, procès pour infanticide, en gros, les infanticides commis par les femmes ont augmenté à une période où, en fait, on avait fermé, enfin, en tout cas restreint les possibilités d'abandon de bébés par les filles mères, où avant il y avait des boîtes à bébés, donc ce qui peut paraître absolument horrible de notre point de vue à nous, sauf que c'était tellement l'opprobre. C'était tellement se condamner socialement que d'avoir un enfant hors mariage que en fait ces femmes-là du coup se sont retrouvées souvent à tuer leur nouveau-né puisqu'elles n'avaient plus la possibilité de l'abandonner à un endroit où on allait plus ou moins bien, plutôt moins que plus d'ailleurs, mais s'en occuper. Donc infanticide, parce qu'on est dans un contexte en fait d'hyper-patriarcat, les femmes n'ont pratiquement aucun contrôle en fait sur la reproduction puisqu'elles n'ont aucun contrôle sur la sexualité. Ok. Alors, ça je voulais vous en parler, c'est pas le sujet du jour, mais je pense que dans un cours sur l'anthropo c'est important. Vous avez déjà entendu un peu parler des pratiques de cannibalisme? Vous avez une question? Oui, ça remonte juste après. Est-ce que c'est agonistique? Ah, merci, oui, agonistique. Est-ce que quelqu'un veut expliquer? Agonie. Le dernier combat contre la mort. Agonistique, c'est qui est guerrier en fait, qui est conflictuel, combatif, il y a une tendance à la conflictualité, mais on parle plutôt de conflictualité, ça se rapproche de guerre quoi. Agonistique, c'est qui est guerrier. Merci. Donc, cannibalisme. Vous avez déjà entendu parler un peu dans certains de vos cours, des sociétés où il y a du cannibalisme? Ok. Exocannibalisme, endocannibalisme. Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire? Ouais. Exocannibalisme, c'est quand le cannibalisme est fait à des individus qui ne font pas partie de la société. Ouais, tout à fait. Voilà, tout ce que j'ai pu voir, souvent ça se fait avec par exemple des prisonniers qui sont faits pendant des guerres justement. Ouais. Des choses comme ça. Endocannibalisme, c'est l'inverse du coup, c'est le cannibalisme qui se fait au sein de la société, souvent dans des rites funéraires par exemple, où il y a une idée de transmission spirituelle par rapport aux défunts en fait. Ouais, tout à fait, c'est très bien résumé.
très souvent, effectivement, l'exocannibalisme va avoir pour visée de s'approprier les qualités, notamment les qualités guerrières de l'adversaire qu'on a fait prisonnier. Dans l'endocannibalisme, la logique est complètement différente. Il y a plutôt une logique de continuer à communier. Enfin, il peut y avoir, ça peut varier énormément avec dans chaque société. Mais il y a plutôt une idée d'hommage, on peut dire. Et le mot est assez juste en l'occurrence, puisque concernant les Mulgumar, c'est une pratique qui exclut les femmes. Petite parenthèse, hommage, étymologiquement, vous voyez venir, ça concerne les hommes, pas les femmes. C'est pour ça que d'ailleurs, il y a certaines féministes aujourd'hui qui parlent de famage. Je ne sais pas si vous avez entendu le terme. Ok, donc les chamboulis, pour le coup, alors ça, j'espère qu'on va avoir le temps d'en discuter un peu. On est dans une société que Margaret Mead considère comme étant inverse à la nôtre, en tout cas inverse en termes de rôle de genre, où ce sont les femmes qui vont assurer la subsistance, les activités de subsistance, et qui sont plutôt considérées comme étant celles qui ont la tête froide, qui vont pouvoir prendre les décisions qui concernent en particulier la famille, mais qui vont un peu mener la barque de la société, alors que les hommes, ils seraient soupolés, sujets à des espèces de cris de nerfs, et qui seraient très tournés, très un peu obsédés, un peu superficiels, je le résume comme ça, mais très tournés vers les apparences et puis vers des festivités qui sont non essentielles à la survie du groupe. Bon, alors ça aussi, ça se discute. Okay, alors, ça aussi, on va pouvoir en discuter après, parce que est-ce que vraiment c'est si différent de ce qu'on a chez nous et surtout à l'époque, ça se discute. Ok, bon, le reste, j'ai à peu près dit, et je vais surveiller l'heure. Je ne peux pas la surveiller ici. Est-ce que quelqu'un peut me donner l'heure? Combien? 25. Non, moins 5. Moins 5. D'accord, très bien. Parfait. Ce truc-là n'est pas à l'heure du tout et n'est pas à l'endroit par ailleurs. Ok, donc tout ça, vous comprenez bien effectivement que si on a non seulement des variations inter-sociétés, mais intra-sociétés, ça remet fortement en question l'idée de naturalité. Et donc, à l'époque des rôles de genre, on n'est pas dans du biologique, on est dans du social. Sinon, comment expliquer qu'il y ait une telle variabilité? Je fais une toute petite parenthèse encore. C'est effectivement un argument pertinent, mais il ne faut pas oublier que dans le monde vivant, y compris celui qu'on appelle la nature, il y a aussi énormément de variabilité. Fermez la parenthèse. Voilà, ce qui est, évidemment, je ne suis pas en train de vous dire que le genre est affaire de biologie pour autant. Bon, vraiment, c'est très agréable. C'est très désagréable, c'est PowerPoint. Ok, donc il y a eu beaucoup de critiques qui ont été faites à Margaret Mead par beaucoup des hommes au départ. Je vais en citer un, notamment Derek Freeman, parce qu'il va me permettre ensuite de faire une critique de la critique. Donc lui, il lui reproche surtout d'avoir sous-estimé. Alors on revient à, vous savez, l'ouvrage précédent, pardon, Adolescence à Samoa. Il lui reproche d'avoir sous-estimé en fait le poids structurel de la violence sexuelle chez les Samoans. À la fois parce qu'il y a des viols rituels, mais parce qu'il y a aussi des viols hors cadre rituel, des viols par la surprise ou la force, qui ont fréquemment lieu. Et il lui reproche donc d'être complètement passé à côté de ça, et il impute cet angle mort-là, cette erreur théorique, à des failles méthodologiques de sa part, à la fois parce qu'elle n'aurait pas eu de contact avec les groupes masculins, ses interlocutrices étaient exclusivement féminines. Alors là, c'est intéressant parce qu'il voit quelque chose qu'il ne voit pas du tout chez ses confrères masculins, qui faisaient exactement la même chose, mais à l'envers, les hommes, et qui, j'y reviens après, qu'il fait lui-même. Voilà. C'est l'histoire de la paille, la poutre, tout ça. Bon. Et donc, il dit que si elle avait eu accès au discours masculin, il se serait rendu compte à quel point
en fait, cette vision de la sexualité comme prédation et cette érotisation de la domination, voire de la violence, elle est présente dans les représentations masculines et qu'il est passé à côté de ça. Et il pense qu'elle serait aussi passée à côté de cette violence-là dans les discours de ses interlocutrices, qui se seraient quelque part auto-censurées sur ce qu'elle vivait, parce que c'était une étrangère, et pas n'importe quel type d'étrangère, une occidentale blanche, qui par ailleurs était sur place, installée dans des locaux du gouvernement, et qui faisait qu'elle était, en fait, si vous voulez, perçue comme proche du pouvoir colonial. Et donc on ne se livre pas de la même manière à quelqu'un qu'on considère proche de soi en termes de représentation culturelle qu'à quelqu'un qu'on considère éloigné, a fortiori si cet éloigné est aussi un dominant. Okay, donc il lui reproche, c'est effectivement quelque chose qui a été pas mal, c'est pas du tout le seul à lui reprocher, je pense qu'effectivement il y a, à juste titre, ça ne peut pas ne pas avoir d'influence. Déjà de base, mais a fortiori l'endroit où elle était postée. Et donc ça, je vous invite aussi à y réfléchir sur votre terrain quand vous allez en faire, en fonction de où vous vous installez, comment. Bon, c'est des choses sur lesquelles vous avez déjà dû réfléchir, bien sûr, mais sur comment vous êtes habillé, comment vous vous présentez. Il y a plein de choses qui influencent la manière dont vous allez être perçu et ce qui va vous être dit ou pas dit. Et autant réfléchir sur ce qui nous a été dit, bon, déjà ça demande un gros travail de réflexivité, mais alors, c'est ce que les anglophones appellent the issue of the non-issue. Si on ne le voit pas, on ne risque pas de le voir comme problème. Ok. Il l'attaque aussi sur le plan de la logique, mais je vais y revenir après, vu que je suis encore à la bourre. Bon, on a aussi des critiques politiques, enfin, qui sont évidemment indissociables des critiques scientifiques, hein, quelque part. Mais ce qui lui est reproché, c'est aussi une certaine exotisation de la sexualité, et finalement où elle réactualiserait et elle participerait en fait d'une version un peu moderne du mythe du bon sauvage. Le bon sauvage, c'est celui qui a une sexualité épanouie et où par ailleurs, alors ça a été plus ou moins voilé, mais je vous en ai parlé, je crois, elle a eu aussi vraisemblablement une relation amoureuse avec Ruth Benedict, donc qui était une femme, qui a été une autre étudiante de Boas, et où probablement elle a vu dans la possibilité, alors qui serait aussi très critiquable, mais je ne vais pas avoir le temps de rentrer là dans les détails, mais dans le fait qu'il y ait des pratiques homosexuelles qui soient non seulement tolérées, voire dans certaines sociétés qui sont encouragées. Elle y a vu un peu un Éden où elle aurait pu vivre sa bisexualité, qui n'était évidemment pas du tout acceptée dans les États-Unis de l'époque. Donc voilà, certaines exotisations, mythe du bon sauvage, et en particulier avec sa vision un peu, si vous voulez, idéalisée des Arapèches. Et ça aussi, je vous l'ai dit, donc impact déterminant sur les mouvements féministes et LGBT en Occident, cette rupture avec la naturalisation à la fois des rôles de genre et de l'hétérosexualité, d'accord, et fortiori même de l'hétérosexualité monogame, va avoir eu des retentissements majeurs et sur les études de genre. Donc, androcentrisme, on en a déjà un peu parlé la semaine dernière. Comme je vous disais, donc ça, arriver des femmes dans la discipline, notamment avec cette rupture-là, on va commencer, enfin avec cette première étude pionnière-là, on va commencer à avoir de plus en plus de théoriciennes qui vont dire, mais en fait, jusqu'à ce que Margaret Mead arrive, il y avait déjà le matériau pour voir ça dans plein d'autres sociétés, pour la voir, cette variabilité interculturelle et cette dénaturalisation-là. Le truc, c'est que les hommes ne s'y sont pas intéressés ou ont toujours trouvé un moyen de lui faire dire ce qui les arrangeait, à savoir que la domination masculine et son corollaire, la soumission féminine, était un universel, et étant un universel, elle était vraisemblablement biologique. Okay, donc là, je cite Nicole Claude-Mathieu, elle dit, alors elles n'étaient pas... en fait, elles pouvaient... Les femmes n'étaient pas de vrais sujets, donc elles pouvaient soit être ignorées, tout bonnement, on n'en parlait pas, ou on en parlait, mais elles n'étaient pas interrogées par les anthropologues la plupart du temps, et même si elles l'étaient, au final, leurs pratiques étaient décrites, donc je sais, à peu près au même niveau de celles des canards ou des volatiles,
qu'elle possède, elle donne bien de la voix, mais de façon inexplicable. Okay. Cette idée qu'elle soit pas entendable, pas compréhensible par l'ethnologue, on va y revenir après. L'idée que, de toute façon, elles ne sont pas des bonnes interlocutrices pour comprendre le modèle de la société, c'est quelque chose qui a été défendu par certains anthropologues, on va y revenir. Donc, voilà, je voulais vous donner d'autres exemples d'androcentrisme. Donc, notamment, c'est un texte que moi je trouve absolument fabuleux de Claire Michard, qui réfléchit, alors notamment, en fait, à l'androcentrisme dans la langue. Et donc, à la fois, vous voyez, plein de mots qui font disparaître les femmes, mais aussi des structures. Je crois que c'est chez Michard, ça. J'ai pas eu le temps de le relire, celui-là. Mais par exemple, quand on dit, on apprend aux enfants que la lionne est la femelle du lion. Voilà. La lionne est la femelle du lion, comme la femme est la femelle de l'homme. Vous voyez, de l'homme, son appartenance, sa chose. Et voilà. C'est pas neutre. Alors elle va, voilà, c'est un texte où elle explore, il me semble que c'est elle qui, enfin, j'ai souvenir que c'est dans ce texte-là qu'elle explore notamment cette question-là, et elle va aussi, tout particulièrement, s'intéresser à plein de discours d'anthropologues qui utilisent des termes génériques, et où d'un seul coup il va y avoir un glissement où ce terme générique est supposé désigner l'ensemble du peuple, va alternativement désigner l'ensemble du peuple et la moitié du peuple. Tout est sur cursus, hein, ne vous inquiétez pas. Et comme je vous dis, ça sera mieux fichu ensuite. Donc, alors d'abord un exemple à distance, c'est-à-dire que, bon, c'est pas si à distance que ça, hein, mais il y a un point entre les deux. Donc, le langage peut n'être plus le langage sans pour cela s'anéantir dans l'insensé. Et chacun peut comprendre le chant des hachés, bien que rien ne s'y dise. Par leur nature et leur fonction, ces chants illustrent en forme exemplaire la relation générale de l'homme au langage, sur quoi ces voix lointaines nous appellent à méditer. Donc les hachés, et là on a l'homme. Dans le texte, donc, il est clairement, c'est les chants des hommes, hein, spécifiquement. Vous voyez, le chant des hachés. Vous comprenez, là, c'est l'ensemble du peuple, mais le reste de ce chapitre, de cette section, porte spécifiquement sur le chant des hommes. Mais ça ne le dérange pas de dire les hachés, vous voyez, comme si vous faisaient les Français, alors que juste avant, on était spécifiquement sur une pratique spécifiquement masculine. Ok ? Alors, ensuite, un trait énoncé. Il faut en effet souligner que pour les Indiens, l'obligation de donner le gibier n'est nullement vécue comme telle, tandis que celle de partager l'épouse est éprouvée comme alignation. Donc les Indiens égale les hommes indiens. Indien égale peuple autochtone, au passage. Hein, on est encore à ce moment-là. Ah oui, je me permets par ailleurs, parce que ça fait... Pierre Classe était un anthropologue anarchiste, mais vraisemblablement il y avait des rapports de pouvoir qui le dérangeaient moins que d'autres. Même si l'enfant est mort-né, les Barouyas soupçonnent toujours leur femme d'avoir tué leur enfant. Maurice Godelier, qui par ailleurs a produit, alors on va le voir pendant la séance 5, Maurice Godelier qui, ironie ou pas, on en discutera, mais a travaillé sur la domination masculine chez les Barouyas. Voilà. Alors ça, ouais, je vais y revenir aussi, mais vous allez voir que très souvent, en fait, même quand ils se placent en position de surplomb critique du patriarcat d'une autre société, en fait, ils le reproduisent dans leur propre discours. On a en fait une homologie structurelle. Je vais revenir là-dessus. Alors, je crois que celle-là, c'est mon préféré. Grand camarade Lévi-Strauss. Le village entier partit le lendemain dans une trentaine de pirogues, nous laissons seuls avec les femmes et les enfants dans les maisons abandonnées. Maisons abandonnées, s'il vous plaît. Il y avait des vases, et des femmes et des enfants. Ah, alors, petit bonus, celui-là, c'est moi qui l'ai trouvé. Si les Bishnoi, donc qui est une société en Inde, dans le nord de l'Inde, prennent grand soin des jeunes animaux orphelins et sont fiers de souligner que leurs femmes peuvent allaiter l'enfant au sein lorsque besoin est. Hop. Dans la même phrase, nous avons un glissement entre l'intégralité du peuple et la moitié masculine du peuple. Ok ? Androcentrisme.
Une autre figure de l'androcentrisme, donc on a un petit peu commencé à aborder la semaine dernière, c'est en fait l'assimilation. Je vous ai dit, vous vous souvenez que l'androcentrisme, c'était définir l'être humain mâle comme étant l'être humain par défaut. D'ailleurs, dans le langage, vous avez remarqué, il y a, en anglais par exemple, man, woman. La femme en tant que concept, est un produit dérivé du vrai modèle de départ. Hein, donc, elle est née de la côte d'Adam, etc. Vous voyez. Et on l'a dans d'autres langues, par exemple. Alors, c'est pas exactement homme et femme, mais en turc c'est bay et bayan aussi. Donc là, c'est un préfixe. Il y a plein de langues comme ça où vous allez avoir. C'est pas les seuls mots, par ailleurs, pour dire homme et femme. Qu'est-ce que j'étais en train de dire Bref, vous allez avoir plein de mots comme ça où la langue dit bien que le modèle par défaut de l'humanité, c'est le modèle masculin. Ok. Mais ça va plus loin que ça. C'est aussi que c'est pas juste le neutre, le modèle par défaut, c'est aussi le meilleur, le mélioratif. Et donc ça va s'imprimer notamment dans la division nature-culture où, évidemment, le mieux, le supérieur, c'est la culture sur la nature. Et en fait, et ça, vous allez, à partir du moment où vous allez commencer peut-être à réfléchir à ça, je veux vraiment vous inviter à observer autour de vous la manière dont ce discours-là se réactualise. On a l'idée... alors effectivement, non seulement dans beaucoup de sociétés, mais chez les anthropologues, elle est reconduite de manière acritique, cette idée-là. L'idée que les femmes seraient plus proches de la nature, plus naturelles que les hommes, et que les hommes seraient la seule partie de l'humanité qui est pleinement, intégralement culturelle. On a... Est-ce qu'il y a des questions ou remarques? Ça va? Donc là-dessus, il y a un texte vraiment pionnier qui est de Sherry Ortner. Attendez, je regarde à quelle heure... pour faire la pause. Ok. On va finir cette slide et la suivante et on fait la pause. Donc, vous avez besoin vous voulez la prendre maintenant? Donc ça va, vous tenez encore 2 slides? Ouais, je pense que vous avez encore un peu de jus. Ok, très bien. Donc, son point de départ... En fait, elle cherche à expliquer... alors, pour elle, on a bien affaire à un invariant culturel. C'est-à-dire qu'on va retrouver dans toutes les cultures connues, en tout cas celles qui lui sont... dont elle avait connaissance, on retrouve des éléments qui attestent de la domination masculine, et pour autant, il y a énormément de variations dans les modalités que peuvent prendre cette domination masculine, que ce soit en termes qualitatifs ou en termes, on peut dire, quantitatifs, c'est-à-dire que l'oppression, la domination est plus ou moins marquée, et qu'au demeurant, on va avoir des systèmes symboliques et des rôles qui peuvent énormément varier, division sexuée du travail qui va énormément varier d'une société à une autre. Et donc, elle va prendre le contre-pied de ce qui a été fait jusque-là. Donc c'est un texte vraiment 74, c'est un des textes pionniers. Elle va prendre le contre-pied de ce qui a été fait jusque-là par la plupart des anthropologues, notamment des anthropologues hommes, qui est de conclure que universalité égale naturalité. Elle va essayer de comprendre ce qui est partagé dans les conditions de vie, on peut dire les conditions matérielles d'existence de l'humanité, qui pour autant n'est pas déterminé biologiquement, mais qui va être partagé dans l'ensemble des sociétés et qui peut permettre d'expliquer que les femmes soient en fait assimilées à la nature et que ce faisant, en fait, soit justifié leur statut subalterne. Et alors, premier point qu'elle soulève, que je trouve très intéressant, c'est est-ce que la dichotomie nature-culture, elle est universelle? À vos souhaits. Est-ce que vous avez entendu parler des travaux de Philippe Descola là-dessus? Ok, alors brièvement, Philippe Descola, il est connu pour avoir démontré que cette séparation-là, cette dichotomie nature-culture, elle est elle-même culturelle. On ne voit pas le monde avec ces lunettes-là
partout. En fait, elle est proprement occidentale et elle est propre en particulier au régime de vérité scientifique. D'ailleurs, on a les sciences naturelles et puis les sciences sociales. D'accord ? Cette dichotomie-là, l'idée d'une séparation stricte et rigide entre nature et culture, elle nous est propre. Elle n'existe pas dans toutes les cultures. Et par exemple, il va démontrer que dans certaines sociétés, on a une sorte de gradation. La typologie, elle ne va pas se faire entre nature et culture, mais on va avoir une sorte de gradation qui est fonction de la possibilité de communiquer, en fait. Donc, par exemple, dans certaines sociétés, étant donné qu'il y a un chaman qui va pouvoir communiquer avec des esprits animaux, voire même avec des esprits d'objets, quelque part, parfois, le jaguar sera plus proche de cette société-là que ne le sera un Européen qui débarque et qui ne parle pas du tout la langue. Okay. Donc, on n'est pas du tout dans le même régime de vérité. Cependant, alors parce que je crois que Descola de toute façon c'est plus extérieur, elle n'est pas en dialogue avec Descola, mais elle a déjà connaissance parce que de sociétés où on peut dire que cette dichotomie n'existe pas en tant que telle de manière aussi rigide que dans notre société, où elle n'existe pas dans les discours. Mais pour autant, elle considère que quelque part, les sociétés, malgré tout, à travers les rituels qu'elles pratiquent, il y a toujours l'idée de contrôler la nature. Et que donc cette pratique qui est proprement culturelle, elle a quand même, elle incarne, si vous voulez, cette division-là, de fait. C'est-à-dire même si dans l'idéologie, on n'est pas dans une dichotomisation, dans la pratique, il y a toujours quelque chose où la culture, elle est fondamentalement orientée vers la conjuration. Le fait de conjurer les éléments naturels, de pouvoir exercer un contrôle dessus. Okay ? Et donc, elle va relever... alors, ce qu'elle va dire déjà, c'est un point... alors, certes, avec lequel je ne suis pas tout à fait d'accord, mais qui en même temps est très important. Elle dit, c'est pas que les femmes sont assimilées à la nature dans l'ensemble des sociétés pour lesquelles elles retrouvent cette dynamique-là, c'est qu'elles sont vues comme plus proches de la nature. Mais en même temps, et elle a tout à fait raison, elles ne peuvent pas être renvoyées intégralement à la nature, puisque sinon, c'est le faire société ensemble qui ne marche pas. Et notamment... l'idée de pouvoir se reproduire en tant qu'espèce tout en n'appartenant pas à la même espèce, il y a un paradoxe qui ne marche pas. Donc il faut qu'elle soit à la fois culturelle, qu'elle ne relève pas de la nature, et en même temps, elles sont renvoyées à la nature. Si vous voulez, chérie Ortner, elle va dire, ce qu'elle va en conclure, c'est qu'elles sont dans une position intermédiaire entre les deux et qu'elles appartiennent, je crois que je l'ai écrit, à un ordre inférieur qui est moins transcendant de la nature que ne le sont les hommes. Non, je vais y revenir après. Donc, 3 points. Elle dit qu'un des facteurs, le premier, c'est la physiologie et le rôle dans la reproduction sexuée. Et ça, il y a énormément de théoriciens, théoriciennes qui reviennent à ça, l'idée que en fait, leur rôle dans la parturition fait que les femmes sont renvoyées en permanence au corps sexuel et au corps reproductif. Donc, par exemple, Beauvoir, la femelle est plus que le mâle en proie à l'espèce, la femme demeurait rivée à son corps comme l'animal. Et j'ai un début de citation qui n'a jamais été fini. Il y en a beaucoup des théoriciennes qui disent peu ou prou la même chose. Alors ça posera plein de questions dans les séances suivantes sur le fait de réactualiser la binarité. On reste quand même quelque part dans une forme de biologisation du social, mais subtile, mais je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant. C'est leurs rôles sociaux, qui souvent sont liés à leurs rôles biologiques, qui les rapproche aussi de la nature, puisque dans beaucoup de sociétés, elles sont attachées, en fait, dévolues au rôle d'éducation des enfants, à la sphère domestique. Souvent, c'est aussi elles qui vont être en contact avec les animaux domestiques.
Et donc, à ce stade, il y a plusieurs choses qui se jouent autour de la domesticité. Premièrement, être avec les enfants, ça renforce leur caractère non social, puisque les enfants, n'ayant pas accès à la parole ou au langage articulé, proprement civilisé, seraient des êtres moyennement sociaux. En tout cas, c'est des êtres sociaux en devenir, au mieux. Est-ce que vous savez d'ailleurs étymologiquement ce que veut dire le mot enfant? Infantis, qui ne parle pas. Vous savez que jusqu'à il n'y a pas très longtemps, peut-être dans la famille, enfin l'échelle de vos grands-parents, les enfants n'avaient pas le droit de parler à table. Ok, parenthèse fermée. Donc, le fait d'évoluer aux soins des enfants les rapproche de la nature. Et en plus, les enfants n'ont pas de contrôle sur leurs fonctions biologiques, donc sont soumis en fait à leurs instincts, au même titre que les femmes, etc. Donc, ça permet de créer des discours de causalité circulaire. Et ce qu'explique Shelley Ortner aussi, alors, tenez-vous bien, c'est peut-être pas évident à comprendre, mais que je trouve très intéressant. Ce qui ferait société, ce qui définirait la société, c'est justement l'échelon au-delà de la famille. C'est les échanges entre les familles. Et c'est aussi d'ailleurs ce que va dire Lévi-Strauss dans sa théorie du tabou de l'inceste. Ce qui fait la société, ce qui fonde la culture, c'est de ne pas rester fermé sur cet entre-soi, c'est d'échanger avec les autres, et notamment ce que va dire Lévi-Strauss, c'est d'échanger les femmes. Nous y reviendrons. Mais donc, cette unité domestique, c'est quelque part quelque chose qui est infrasocial. Et comme les femmes sont rivées à l'unité domestique, elles sont infrasociales. Donc, suivez, le social se définit par le lien défini entre ces unités, le lien construit entre ces unités infrasociales. Okay, on est dans quelque chose de tautologique. Hein. Vous comprenez que c'est le serpent qui se mord la queue. On est en train d'expliquer que les femmes ne soient pas sociales par quelque chose qui a été défini comme n'étant pas social parce que les femmes sont dedans. Vous voyez ? Bon. Et alors, là, elle remarque des paradoxes que je trouve très intéressants. Elle dit oui, mais en même temps, la transformation du cru en cuit, je me souviens que je vais partir. La transformation du cru en cuit, c'est un processus social par excellence. Et pourtant, au revoir. Et pourtant, on va ignorer, encore une fois, toujours ce qui ne nous arrange pas et qui pourrait avoir l'air de contredire. Et il y a aussi le fait qu'en s'occupant des enfants, les femmes, je vous demande 3 minutes de plus. On finit la slide, s'il vous plaît. Merci. Donc, ce rôle de socialisation des enfants, en fait, leur conférait un rôle de détentrice, d'incarnation et de pérennisatrice de la culture par excellence. Mais dans beaucoup de sociétés, cette espèce de paradoxe-là est résolue par le fait que la socialisation secondaire des garçons est reprise en main par les hommes. Par des rituels, donc la socialisation des garçons qui leur fait accéder au statut en fait d'homme et donc d'humain à part entière est parachevée par les hommes. Et elle fait une remarque que je trouve absolument brillante. Elle dit, on retrouve quelque chose d'un peu similaire chez nous. C'est un peu moins marqué qu'à son époque, mais c'est toujours là. Plus on avance dans l'enseignement, plus la profession d'enseignement va se masculiniser. Et elle raconte, elle se dit, moi je me souviens quand j'ai eu mon premier prof homme, j'ai eu l'impression d'accéder au monde des adultes en fait. Et d'ailleurs, ça va même plus loin que ça, hein. À l'échelle de l'université, vous pourrez remarquer que plus vous avancez dans les échelons, plus vous avez d'hommes. Alors, on a une telle surreprésentation de femmes dans les sciences sociales qu'on n'est peut-être pas à 50-50. Encore que, là où c'est très marqué, en psycho par exemple, c'est 90% de femmes dans les amphis en licence, puis vous avancez dans les années, bon, on reste quand même à peu près, c'est assez marqué, puis vous arrivez en thèse, et puis généralement il y a 2 contrats doctoraux, une femme, un homme, déjà. Et puis plus vous avancez comme ça, plus vous allez avoir le gender ratio qui va s'inverser. Et elles ont, aujourd'hui en sociologie, des dispositions, elle parle d'une psyché qui serait plus proche de la nature, donc elles sont dans des relations d'immanence plutôt que de transcendance, elles sont plutôt généralement dans l'émotion, là où les hommes en tout cas se revendiquent de la raison,
subjectivité, objectivité, mais il y a quelque chose qu'elle soulève également comme étant un paradoxe, c'est que, du moins en théorie, mais dans la plupart des sociétés, on considère que l'amour maternel est inconditionnel. Et que du coup, les femmes auraient plutôt tendance à transposer cette disposition-là, à laquelle elles ont en réalité été socialisées, hein, mais aux autres rapports sociaux, et que quelque part, ça crée un paradoxe, parce qu'à la fois, ça pourrait remettre en question leur loyauté au groupe auquel elles appartiennent, vous me suivez, puisqu'elles pourraient finalement être aussi loyales à n'importe quel individu d'un autre groupe, vu qu'elles ont été conditionnées à une sorte d'amour universel inconditionnel. D'accord ? Donc, de ce point de vue-là, on pourrait les voir comme, encore une fois, mettant en danger la culture, mais où en même temps, elles pourraient incarner par excellence la culture, puisque, vous vous souvenez, on a dit que ce qui définit la culture, c'est justement les relations entre les unités domestiques. Et donc, quelque part, cette disposition psychique-là pourrait nous permettre de les voir comme étant l'incarnation de la culture, mais oh, bizarrement, on arrive toujours à choisir des deux interprétations possibles, celle qui va permettre d'être cohérente avec le régime de genre, qui permet de les décréter comme inférieurs. Ok ? Donc, j'ai bientôt fini. Elles occupent, ce faisant, une position intermédiaire paradoxale qui fait qu'en fait, elles deviennent quelque part des symboles, ou en tout cas de la chair à symboles ambivalents. Et c'est ça qui explique, pour Sherry Ortner, la diversité des systèmes idéologiques de domination masculine. C'est que justement cette position intermédiaire entre nature et culture, en fait, à partir du moment où elles sont dans cette espèce d'entre-deux, on peut lui faire dire ce qu'on veut. Et qu'en fonction, en fait, des intérêts du moment, et à la fois entre sociétés, mais à l'intérieur d'une même société, on peut, en fait, interpréter interpréter une même situation structurelle symboliquement de manière différente, et donc associer à la fois les femmes à la vie et à la mort, par exemple, parfois dans une même société. Et c'est là que, à la fois, je dirais que sa notion d'intermédiaire, elle est juste, mais en même temps, c'est pas incompatible avec le fait que parfois les femmes soient vraiment renvoyées à l'ordre du naturel, et pas seulement plus proche du naturel. C'est juste que dans ce système-là, dans tout système de domination, on peut faire coexister des vérités qui sont pourtant mutuellement excluantes, mais c'est la force d'un système de domination, c'est de mobiliser en fait l'une ou l'autre en fonction du contexte, selon ce qui va permettre de faire dire ce qui nous arrange en tant que dominant. Ok ? Donc ce qui va permettre de faire dire, je reviens à ce qu'on disait sur les arapèges, d'à la fois présenter les hommes comme étant les détenteurs de la rationalité, n'étant pas le jouet de leurs émotions, et en même temps, quand il est question de contrôler ses pulsions sexuelles, là, c'est les jouets de leurs hormones, et là, il n'y a pas de souci du tout. Okay. Les hommes, là, d'un seul coup, seraient plus du tout capables de contrôle, mais le reste du temps, non, c'est mieux que ce soit les petits manette de l'État, parce qu'ils ont la tête froide. Ok ? Vous voyez ? Et ça, à l'intérieur d'un même système. Je vous laisse la pause. Quelle heure ? Retour à à 35, s'il vous plaît. C'est reparti. Merci. Bon, comme évidemment je suis encore en retard, je vais passer beaucoup plus... Ah non, attendez, ça on l'a déjà vu. Hop là. Je vais passer rapidement, c'est un autre texte de Nicole Claude Mathieu, c'est un autre texte, toujours sur cette histoire d'assimilation des femmes à l'ordre de la nature et du coup de monopole masculin du registre de la culture. Donc, je vais juste vous lire en fait une petite partie du texte qu'elle explique en fait. Elle part d'un article donc d'un anthropologue qui s'appelle Ardenard, qui, disons, a le mérite de reconnaître qu'il y a un angle mort de l'anthropologie sur en fait les représentations que les femmes se font de la société à laquelle elles appartiennent.
Et il justifie ça de plusieurs manières en disant « Ah oui, mais c'est difficile d'avoir accès aux femmes, elles ne veulent pas nous parler. » Bon, alors qu'en fait, quand on creuse un peu, la plupart, ils n'ont juste pas essayé. Elle donne des contre-exemples dans lesquels les femmes ont même protesté parce que l'anthropologue leur parlait pas à elle. Et par exemple, généralement, pour avoir accès au discours de ces enquêtés, donner du tabac ou des choses comme ça, et où elles ont fait dégager tous les hommes de la case dans laquelle ils s'entretenaient habituellement avec l'anthropologue, pour elles aussi pouvoir donner leur point de vue, etc. Donc l'idée que elle ne voudrait pas leur parler, c'est une généralisation abusive. Et d'ailleurs, elle dit que globalement, s'il y a un sujet sur lequel on n'hésite pas à faire des généralisations à la truelle, sans que ça pose problème à personne, qu'on ne se permettrait pas de faire sur d'autres sujets, c'est bien les questions de genre. D'une manière générale, parce que justement, derrière, il y a des enjeux politiques, et que, en particulier, les hommes anthropologues cherchent, alors plutôt inconsciemment, mais à trouver une universalité à la domination masculine, parce que quelque part, ça leur permet... ça les arrange bien dans leur propre contexte culturel aussi, en fait. Et donc, mais dans la manière dont il va explorer ce problématique-là, en fait, il va faire que le reconduire, si vous voulez. Donc, soit avec des prétextes, des justifications qui finalement sont plus ou moins de bonne foi, soit avec l'idée que, en fait, les femmes ne seraient pas à même de fournir un discours cohérent sur la société à laquelle elles appartiennent. Et donc, qu'elle serait, donc lui, il parle de inarticulateness. Donc de leur... Alors, il y a plusieurs manières de le comprendre, mais qu'elles auraient quelque part une moindre maîtrise, alors déjà du langage. Alors, ce qui d'un côté n'est pas toujours complètement faux, c'est que parfois la langue avec laquelle il y avait des échanges avec l'anthropologue n'est pas toujours la langue qui est parlée par ce peuple-là, et que très généralement les femmes ne parlent pas cette langue-là, où il y a certains termes qui leur sont interdits, certains concepts, mais il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin. Chez nous, alors peut-être c'est moins marqué dans notre génération, même celle d'avant, mais il n'y a pas si longtemps, vu que les femmes étaient supposées et se retrouvaient en fait de facto à s'occuper de toutes les tâches de la maison, ça laissait beaucoup moins de temps pour lire, pour s'instruire, etc. Et donc du coup, quand on se retrouve dans les dîners mondains ou des dîners tout simplement entre copains, souvent qui est-ce qui va tenir le crachoir sur les discussions un peu culturelles, sur l'actualité politique, etc. Et c'est les hommes. Alors déjà parce qu'ils se sentent autorisés légitimes, mais de fait, quand on n'est pas obligé de changer les couches et de préparer le repas, on a du temps pour faire des trucs comme aller lire le monde diplomatique, vous voyez. Oui. Et du coup, pour une petite parenthèse, là, le fait que les femmes font plus de tâches domestiques, ça fait que du coup, elles ont moins de temps pour elles. Mm-hmm. Et c'est une des raisons pourquoi elles font du temps partiel, en fait. Quand on regarde les statistiques, c'est une belle part, je pense, je sais plus, 15 ou 20%, quoi, de pourquoi elles font du temps partiel. Et donc, en fait, j'ai pas les stats en tête, mais évidemment que ça structure bien au-delà des enjeux de la famille, ça structure l'ensemble de la société, et c'est une limitation aussi à leur participation en politique, par exemple. Ça, il y a pas mal de travaux qui l'ont mis en évidence, et quel que soit l'échelon, à la politique partisane, mais aussi la politique, vous voyez, même en syndicat par exemple, etc. Où ça va être quelque chose de tout à fait transversal, c'est très juste. Donc cette histoire de communication et de conceptualisation, mais en fait Ardner, il va expliquer ça justement en les renvoyant au registre de la nature. Et c'est parce qu'elles n'arriveraient pas à s'extraire de leur proximité avec la nature qu'elles ne seraient pas capables de fournir des modèles sociaux cohérents, de s'extraire en fait de cette naturalité qui est la leur, pour fournir des modèles explicatifs sociaux cohérents qui seraient donc accessibles et utiles à l'anthropologue. Vous me suivez ? Contrairement aux hommes qui sont pleinement culturels
et qui, eux, du coup, peuvent fournir, alors non seulement communiquer, mais conceptualiser auprès de l'anthropologue comment ils font société, quelles sont les règles de la société, avoir, si vous voulez, une espèce de méta-réflexion sur leur propre contexte proprement culturel. Et ce qu'elle pointe du doigt, que je trouve absolument brillant, et là aussi c'est quelque chose que je vous invite, comment dire, c'est un paralogisme que je vous invite à repérer maintenant, y compris dans des textes que vous allez avoir à lire peut-être dans d'autres UE, c'est que pour les deux termes d'un même système, en fait, on a deux logiques d'explication différentes. C'est-à-dire que l'un va être expliqué par la culture, l'autre par la nature. D'accord ? Je vais vous donner un autre exemple de ça, là qui n'est pas du point de vue des scientifiques, mais qui est à l'échelle des sociétés. C'est Paola Tabet, qui est une anthropologue sur laquelle on reviendra à séance 4, je crois, sur les féministes matérialistes, qui s'est notamment intéressée au discours sur pourquoi on allaite plus longtemps, généralement plus rapidement et plus longtemps, les bébés garçons que les petites filles. Alors je ne sais plus, là je ne l'ai pas fraîchement en tête, c'est une société d'Afrique subsaharienne, mais je ne vais pas dire de bêtises, sur laquelle elle avait fait ce terrain-là. Mais en fait, il y a des travaux qui ont démontré la même chose en Italie, par exemple. On trouve ça chez nous ici. Donc où la latence d'allaitement est plus courte pour les bébés garçons et le temps d'allaitement est plus long pour les bébés garçons. Généralement, on va laisser les nourrissons téter jusqu'à ce qu'eux, ils décident qu'ils ont fini, alors que les petites filles, on va retirer du sang quand nous, on a décidé. Et donc, ce que Paola Tabet remarque, c'est quand on lui demande pourquoi, eh bien, on va voir, alors là, c'est rigolo, c'est l'inverse, c'est une explication biologique pour les garçons. Bah, ils ont plus besoin de manger, ils ont des plus gros besoins. Et pour les filles, c'est pas qu'elles ont biologiquement moins besoin, c'est que la vie des filles, c'est dur, donc il faut qu'elles apprennent tôt qu'elles vont en chier. Comprenez ? Oui. Vous avez dit le temps d'allaitement et la latence d'allaitement, c'est quoi C'est la latence et la durée. En fait, la latence, c'est le temps, à partir du moment où le bébé pleure, réclame, c'est le temps qui s'écoule entre le moment où le bébé commence à pleurer et le moment où on lui donne le sein. Et ensuite, c'est le temps qu'on le laisse téter. Donc, latence et durée, en fait. D'autres questions ? Ça veut dire pas exactement une tautologie, parce que j'ai cherché la définition. Ok, merci. Une tautologie, c'est un raisonnement circulaire. C'est quand on va expliquer la cause. Comment dire ? On va expliquer l'effet. Je vais vous donner un exemple. Comment je vous donne une définition généraliste d'abord ? Si vous voulez, l'effet et la cause vont être la même chose et on va expliquer une situation par quelque chose qui en fait est la même chose. Donc typiquement on va dire il y a des violences policières parce que les policiers sont violents. Il y a une domination ou toutes les explications culturalistes, si vous voulez, par exemple dire dans telle culture les hommes sont comme ça parce que c'est leur culture. Voilà. Et ça, on retrouve, moi j'ai un souvenir d'un de mes profs de Sciences Po qui est supposé être un peu un des grands noms de la théorie, un des grands noms des Latin American Studies, latino-américanistes, généralistes, et notamment sur ça, alors il a peut-être évolué un peu depuis MeToo, mais à l'époque c'était le machisme c'est un peu dans la culture latino-américaine. Donc on explique la culture par la culture. Vous voyez ? Vous ne pouvez pas expliquer une cause l'effet et la cause ne peuvent pas être une seule et même chose. D'accord ? Et la tautologie, en fait, c'est un raisonnement circulaire où les deux sont la même chose et où s'expliquent mutuellement, n'expliquent rien, en fait. Ok ? Merci pour vos questions. Du coup, j'en étais où ? Donc, deux systèmes explicatifs. Mais quelque part, en fait, Ardner, il retombe un peu sur ses pattes parce que la manière dont il théorise, il biologise presque la culturalité des hommes, si vous voulez. Ça serait presque... Et c'est ça qu'elle lui reproche. Et justement, elle lui dit... Dans cet article, elle dit qu'il n'analyse pas, il lui manque en fait deux éléments des piliers théoriques du genre qu'on a vu tout à l'heure, l'analyse relationnelle
et l'analyse en termes de rapport de pouvoir. Et qu'à partir du moment où on analyse les rapports entre les femmes et les hommes comme étant des rapports de pouvoir, on comprend que, en fait, cette plus grande facilité d'être en dialogue, en communication avec l'anthropologue, elle est liée à une position dominante, et donc à la fois au rôle qui va avec, donc le rôle de diplomate, si vous voulez, mais aussi la capacité de surplomb, la capacité de conceptualiser, d'avoir du recul. Et donc, je crois, alors est-ce que c'est là? Non, c'est après. Bon, j'y reviendrai sur ce point après. Mais donc, elle démontre que, si vous voulez, on a l'androcentrisme, et elle va revenir là-dessus dans un autre texte avec Gestin. On va avoir deux niveaux. Il y a le niveau où, en fait, les hommes des différentes sociétés, la nôtre incluse, ont tendance à oublier les femmes comme étant pleinement humaines, comme étant pleinement sujettes, et où vont avoir tendance à les décrire comme des objets. Et les anthropologues viennent donc d'une société qui est caractérisée par la même idéologie, quelque part, en dépit de tout ce qui peut nous paraître très exotique, très contrasté. Mais à ce niveau-là, il y a homologie structurelle. Vous comprenez? Ça fonctionne structurellement de la même manière. Et donc, on va avoir une reproduction par les discours anthropologiques, donc par la littérature scientifique, de cet androcentrisme qui permet avantageusement à l'anthropologue de continuer à la fois à véhiculer un discours qui le définit en tant qu'homme comme supérieur aux femmes, notamment aux femmes de sa propre société, tout en ayant l'avantage, et en particulier dans le cas d'Ardner, où il est en train de dire « Ah, mais voilà, regardez, il y a de la domination masculine, etc. » Mais tout en... du coup, en ayant l'air de critiquer quelque chose dans une autre société, ça le place aussi en position de surplomb vis-à-vis de cette société-là. Donc finalement, ça assure simultanément sa domination sur le plan de la race et sur le plan du genre. Ok ? Alors ça, on avait déjà vu, Zou. Donc, deux niveaux identifiés par Gestin et Mathieu. En fait, il y a ceux que... Oh, pardon. Petit acouphène, pardon. Donc, au niveau empirique et au niveau théorique. C'est-à-dire que non seulement, en gros, sur le terrain, on n'observe pas, on ne va pas les voir, on ne dialogue pas avec les femmes, historiquement. On a moins ça aujourd'hui, mais ça existe encore. Et vraiment, pensez pas que c'est quelque chose de complètement marginal ou résolu. Et au niveau théorique, même quand on a des données sur les femmes, elles sont considérées comme secondaires. Et où tout ce qui va contredire l'idée d'une supériorité masculine inébranlable et universelle va avoir tendance à être évincé. On ne va pas avoir les paradoxes et les anthropologues vont vouloir fournir à tout prix un modèle cohérent de ces sociétés-là et justement ne pas avoir les paradoxes qui sont constitutifs d'un système d'oppression. Gardez bien ça en tête parce qu'on va y revenir après. Est-ce que je vais passer là? Je voudrais... Ok. Rupture épistémologique. Quelle heure il est? Il vous reste combien? Ok, non, c'est pas grave. Donc, le texte de Colette Guillaumin qui était à lire, il nous dit notamment que ces textes minoritaires, donc notamment les textes qui ont été produits par les pionnières, en fait, alors femmes et en particulier féministes, des sciences sociales, ces textes-là, déjà qui ont du mal à être publiés, ils ont été considérés à la fois comme légers et dangereux, comme plaisanteries de plus ou moins bon goût et comme menaces. Et là aussi, on se retrouve donc encore une fois dans des paradoxes, dans les rapports de pouvoir, où on va à la fois dénigrer et en même temps mettre une telle énergie à dénigrer que vraisemblablement, il y a quand même quelque chose d'important derrière. Exemple typique bien de chez nous, l'écriture inclusive. Alors peut-être que dans votre génération, vous l'avez moins entendu, mais moi, qu'est-ce que j'ai pu entendre? Et alors, avec une violence et une énergie déployée à me démontrer vraiment que c'était inutile et ridicule. Même si c'est vraiment ridicule, pourquoi est-ce que tu consacres tant d'énergie
à me démontrer que vraiment il ne faut pas qu'on fasse ça. Pourquoi tu consacres autant d'énergie à combattre quelque chose qui, a priori, ne changera rien? Si ça ne changera rien, ma foi. Et donc on se retrouve dans cette espèce de dialectique, en fait, mais qui va rendre d'autant plus malaisé justement le fait de pouvoir porter ces discours-là, parce qu'on va à la fois être combattu et à la fois être ignoré, à la fois être dénigré comme n'étant pas des pairs à part entière, et en même temps sommé de débattre avec des arguments scientifiques des attaques qui ne le sont pas toujours. Je vais y revenir aussi. Alors, oui, c'est ça. Je voulais... Donc, épistémologie, ça veut dire quoi pour vous? Comment vous le comprenez, ce mot? Qui souvent fait un peu peur. Merci. C'est juste sur les deux particules du truc, c'est un discours sur le savoir, sur la connaissance. Ouais. Tout à fait. Oui. C'est complexe parce qu'on n'étudie pas un objet réel, on étudie l'étude même de l'objet. Ouais. Du coup, c'est pour ça aussi que ça commence à faire péter le cerveau. Bien, mais c'est un peu, c'est un peu bizarre. Ouais. Ok, alors du coup, je vais essayer de vous garder en éveil avec un petit exercice pratique. Donc, si je vous dis, depuis ma fenêtre, la Terre est plate, je vous dis, prouvez-moi, en bon scientifique que vous êtes, ou moi en devenir, prouvez-moi que j'ai tort. Comment vous me répondez? Depuis ma fenêtre, la Terre est plate, prouvez-moi que j'ai tort. Est-ce que ce que je dis est faux? Est-ce que vous pouvez lever la main? Qui pense que quand je formule ça comme ça, c'est faux? Qui pense que c'est vrai? Ok, est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi? En soi, depuis sa fenêtre même, sans aucun autre contexte et sans autre détail, oui, ce qui voit l'horizon, c'est clair. Ok. Et pourtant, attendez, je regarde s'il y a des mains, des gens que j'ai moins entendu. Alors Noah ou Alex? En fait, c'est une question de référentiel, tout simplement. Du coup, on ne peut pas dire vrai ou faux en fonction de si on n'a pas le référentiel. Mais là, il y est quelque part. C'est depuis ma fenêtre. Mais effectivement, le réflexe qu'on a en entendant ça, c'est de dire c'est faux. Alex, vous vouliez ajouter quelque chose? Non, c'était bon. Oui, Robin. Après, nous, on n'est pas depuis sa fenêtre. Effectivement, mais oui, c'est très... Mais c'est parfait, vous me faites une super transition. Ok. Alors, effectivement, l'épistémologie, alors ça peut être soit compris effectivement comme le discours sur les sciences ou la science des sciences, en fait. C'est qu'est-ce qui va déterminer les critères de la scientificité d'une démarche et des discours qui en résultent. Vous arrivez à me suivre, ça va? Je sais que c'est un peu raide, passer 19 heures, de vous parler d'épistémologie, mais en essayant de revenir à des choses concrètes. Donc à partir de là, c'est comment, si on sait, qu'est-ce qui fait qu'on sait, comment vous savez que la Terre, elle est pas plate? Est-ce que vous l'avez vérifié vous-même? Oui. Il y a plusieurs choses qui me font dire. Déjà, l'expérience personnelle, j'ai pris l'avion et j'ai pu observer moi-même. Ok. La littérature scientifique, de manière générale, je me dis là-dessus. On m'a appris à l'école et ce que du coup moi j'ai considéré comme vérité, puisque ça a été appris à d'autres personnes en même temps, etc. Voilà. Ok. Mais le fait de l'avoir appris à l'école ne suffit pas à en faire une vérité. Parce qu'on a appris plein de choses à l'école, nos ancêtres les Gaulois par exemple.
ma foi, qui est critiquable. Oui. C'est une histoire de réfutabilité en fait des connaissances. Enfin, on sait à partir on peut répéter ou affirmer quelque chose qui est annoncé en fonction de ce qu'on apprend par l'expérience ou par la transmission. Tout à fait. Effectivement, l'enjeu de réfutabilité est absolument fondamental dans la démarche scientifique. Et là, vous teniez quelque chose avec l'idée, moi je ne l'ai pas vu sa fenêtre, donc je veux bien le croire, mais d'une, je n'ai pas vu, donc je suis obligée de le croire sur parole. Et par ailleurs, même si effectivement, référentiel depuis sa fenêtre, la Terre est effectivement plate, ça ne veut pas dire que la Terre est effectivement plate pour autant. On a besoin d'outils. Ouais. Depuis la fenêtre, je pourrais dire que la Terre n'existe pas parce que je ne vois pas la Terre. Mais oui. Mais bon, vous voyez, il y a plein de manières. Donc pourquoi ça ne suffit pas? Mais c'est très juste. Pourquoi ça ne suffit pas? Je vous fais réfléchir là quelque part ces travaux pratiques sur le postmodernisme que je suis en train de vous amener. Pourquoi ça ne suffit pas à produire un discours scientifique, de dire depuis mon point de vue, je suis en train de vous prendre le truc un peu à rebours de ce que j'avais prévu de faire, mais parce que je teste aussi des trucs un peu en début pop. Oui, Marco. C'est une question de subjectivité, du coup. Ouais. Et du coup, d'affirmer cette subjectivité comme une généralité, de dire depuis ma fenêtre, la Terre est plate. Oui, mais c'est ton point de vue, c'est ta fenêtre, et peut-être que depuis la colline, je sais pas, on voit un truc qui prouverait que ce serait le cas. Ouais. Merci. Alex? Et surtout, du coup, on ne peut pas réfuter son argument, on ne peut pas lui dire je pense que tu dis de la merde parce que c'est ce que tu penses. Parce que déjà, on n'a pas vu sa fenêtre, et puis parce que effectivement, d'un point de vue, cette personne-là habite à cet endroit-là, à ce point de vue-là, sur un beau champ de colza, donc effectivement, depuis sa fenêtre, la Terre est probablement plate. Oui. On prend un peu le point de vue empirique là du coup, parce qu'on fait comme s'il faut aller à sa fenêtre, mais en fait, on peut aussi dire, mais de ta fenêtre, tu peux pas voir en fait, tu peux pas être réceptif de ta vue en fait. Ok. Tu ne peux pas tout voir, et donc on a des discours qui sont plus généraux, générables. Et qu'est-ce qui permet de construire des discours plus généraux qui soient scientifiques, selon vous? C'est la résistance à l'expérience. Ok, donc il faut faire des expériences. Ok. Hugo, vous vouliez dire quelque chose? C'était par rapport plus à ce que disait Robin, c'est que en fait même dans l'énoncé depuis ma fenêtre la Terre est plate, il y a un problème dans la formulation parce que depuis sa fenêtre, la Terre c'est une partie de la Terre, du coup à la limite ce serait plus juste de dire depuis ma fenêtre cette partie-là de la Terre est plate, mais même ça en fait ça revient sur le mais de fait pendant longtemps notamment là-dessus. Mais le raisonnement scientifique a beaucoup été basé sur ce paralogisme-là, en fait, qui est à partir d'un point de vue individuel, en faire des généralités qui étaient valables depuis tous les points de vue et qui permettaient donc, vous voyez, à partir de ce qu'on voit dans une société, de dire l'ensemble de la société, voire l'ensemble de l'humanité, du coup, est basé sur cette vérité. Et sur la Terre est plate, globalement, c'est quand même basé juste sur ce qu'on pouvait voir individuellement, sans outils en fait. Ok. Donc, ce que vont amener, ça va. Allez, tenez bon, il reste une demi-heure. Moins. Il reste un quart d'heure. Ok. Ok, je vais passer rapidement. Donc, ce que les. Allez. Un petit quart d'heure. Je vais essayer, si vous êtes attentifs et attentives, j'essaie de vous lâcher un petit peu avant. Enfin, 2 minutes avant, ne rêvez pas non plus. Mais... Ok. Donc, ce que vont avoir amené les féministes, c'est une vraie rupture épistémologique. En fait, jusque-là, on a En fait, c'est le règne du positivisme. Bon, je ne reviens pas dessus, vous devez savoir ce que c'est. Où on a l'idée que en fait, on peut avoir accès à une connaissance qui est objective. À partir donc d'une démarche et de certains outils, on peut comprendre tout ce qu'il y a à savoir, aussi bien sur le monde naturel que social.
et que ce qui définit la science, c'est donc cette démarche hypothético-déductive avec des expériences qui vont résister, enfin des preuves qui vont résister à la multiplication des expériences. Ce que les féministes vont amener, je vais vous le résumer beaucoup plus que ce qu'il y a là, ce que les féministes vont amener, c'est une rupture en disant, en fait, en fonction de qui a cette démarche-là, on n'arrivera pas aux mêmes conclusions, en fait. Parce qu'on ne verra pas la même chose. On n'est pas en train de parler depuis la même maison. Et puis, par ailleurs, on n'a pas, entre guillemets, je veux dire, on n'a pas les mêmes yeux, on n'a pas du moins les mêmes lunettes, d'accord ? On n'a pas les mêmes lunettes sur le monde selon qu'on a été éduqué dans une classe populaire ou dans un milieu très aisé. On n'a pas la même définition de ce qui est cher, vous voyez, typiquement. Et pourtant, on pourrait se dire, bon, le mot cher, en tout cas, si on prend dans le dictionnaire, il y a une vraie définition qui est partagée par tout le monde, etc. Mais en fait, elle va varier en fonction des expériences. Et donc, non seulement le fait d'être une femme ou un homme va avoir un impact sur les dynamiques sur le terrain, même si, attention, justement, c'est ce que Nicole Claude Mathieu reproche à Abner, c'est de penser qu'à partir du moment où juste, parce qu'elles sont des femmes, elles vont avoir un accès privilégié au monde des femmes, attention, ça n'a rien d'automatique. En particulier en contexte postcolonial, un étranger en général, ou une étrangère, mais dans un contexte postcolonial qui débarque dans une société, ça va avoir souvent tendance, ça ne veut pas dire que ça efface son appartenance de genre, mais son appartenance de race va avoir tendance à primer sur le reste et à parfois la placer dans des positions soit intermédiaires, soit un peu inédites en termes de rapport de genre, ou parfois on va laisser à une femme faire des trucs, avoir accès à des activités qu'aucune femme de la société, ce qui ne sera pas toléré chez les femmes de la société en question, vous voyez, ou inversement. Donc c'est pas automatique, il n'y a pas une naissance magique de femme ou d'homme qui fait que quand on débarque sur un terrain, automatiquement on va être assigné à cette place-là, perçue comme telle. Okay. Mais ça va avoir aussi un impact sur la manière dont on interprète ce qu'on observe. Et là-dessus, vous allez avoir toute cette littérature-là, en fait, va être construite sur en fait, des points de vue qui sont socialement situés dans des rapports de domination. Donc c'est ce qu'on appelle la standpoint theory. La première à la théoriser, c'est Hartsock. Du coup, je ne vais pas rentrer trop dans les détails là. Il y a différentes manières de l'appréhender. Attendez, qu'est-ce que j'avais après à voir avec vous Non, on va revenir là-dessus. Allez, on finit là-dessus. Donc, on verra si je vais voir comment je m'organise, si on a le temps de revenir un petit peu dessus, mais nous allons avoir une rupture très forte en disant c'est pas juste la démarche, c'est qui la produit, qui doit aussi être pris en compte dans la production des sciences et qui va remettre fondamentalement en question la notion d'objectivité. Et la notion d'objectivité, elle va vraiment être, elle va voler en éclats avec l'approche post-structuraliste ou post-moderniste qui considère, je vous passe ça très vite parce que je pense que vous êtes claqués et que c'est pas le plus, enfin c'est du très conceptuel, mais que la notion d'objectivité elle-même c'est une construction sociale et donc il faut y renoncer et on va se retrouver dans une démarche qui est très subjective et où ce que j'avais envie de vous amener avec cette réflexion-là, c'est est-ce qu'il est possible de faire tenir ensemble les deux approches, à la fois tenir compte de la subjectivité et de l'impact qu'elle a sur ce qu'on observe, sans pour autant complètement renoncer à l'objectivité. Et vous avez certaines théoriciennes qui vont avoir cherché quelque part un peu une troisième voie en disant en fait l'objectivité, on ne peut pas l'atteindre individuellement, par contre on peut la co-construire dans le dialogue intersubjectif. Et donc si vous voulez, en ayant un peu... vous connaissez la fable de l'éléphant, des aveugles et de l'éléphant, où il y a, je crois, 3 aveugles, il y en a un qui est sur la trompe, l'autre qui est, je sais plus, sur les pattes, et l'autre qui est sur la queue. Et le premier, il dit, ah, ben, c'est un tuyau d'arrosage. L'autre, il dit, je sais plus, c'est un poteau. Le dernier, c'est un pinceau. Et donc, chacun, a quelque chose, depuis son point de vue,
si je puis dire, il n'est pas en train de mentir, c'est sa vérité, entre guillemets. Mais peut-être que si on rassemble les 3 points de vue, bah, on va réussir à reconstruire une image d'ensemble qui permettra que les 3 ensemble se disent mais ne serait-ce pas un pachyderme? Ok. Je passe là-dessus et je finis sur le retour sur les critiques. Est-ce que c'est ça? Ok, sur les critiques qui ont été faites par Freeman Hamid. Première, donc double standard, je l'ai déjà un tout petit peu dit, donc je passe rapidement dessus. Il lui reproche de ne pas avoir parlé avec les hommes et du coup de ne pas avoir pu comprendre des choses. Et juste après, il nous dit, enfin un peu plus tard dans le bouquin, il dit, voilà, il prétend que Mead fut également dupé par une femme qui lui racontait que des parents âgés pouvaient, si besoin, fournir du sang de poulet. Est-ce qu'on peut, je peux avoir votre attention encore quelques minutes? Donc, en gros, où il y avait des pratiques consistant à avoir du sang d'animal pour mimer la perte de sang associée à la première pénétration, des floraisons. Et donc, Freeman nous dit que oh ben non, ça c'est pas possible parce qu'il a demandé aux hommes et les hommes lui ont dit que ça n'existait pas. Et là, il voit pas le problème. Okay, donc, quand je vous parlais d'histoire de paille, de poutre dans l'œil du voisin, etc. Et donc là, allez, on va juste finir là-dessus. Donc ça, c'est une citation de Freeman, je vous la lis. Donc elle, Mead, décrit effectivement les Samoans comme exigeants, demandant qu'une femme soit à la fois réceptive aux avances de nombreux amants et cependant capable de montrer les signes de la virginité lors du mariage. Il devient évident, à ce point critique, que quelque chose cloche terriblement, sous-entendu dans le raisonnement de Margaret Mead, car aucune population humaine ne peut être aussi désorientée sur le plan cognitif au point de conduire son existence d'une manière aussi schizophrénique. Qu'en pensez-vous? Ça vous dit rien, ça? L'exil. Enfin, des sociétés en général. Alors là, il parle de la société. Oui, non, mais ça pourrait s'appliquer à plein d'autres sociétés. Genre la nôtre. Genre la nôtre, à tout hasard. À tout hasard. L'injonction à être toujours séduisante et en même temps à céder aux avances, etc. Ok? Et donc, vous voulez dire quelque chose? Non, sûr? Ouais. C'est ça, c'est vraiment dire incessamment qu'ils sont bêtes, enfin... Là, plutôt, c'est du Margaret Mead dont il parle. En fait, oui, mais du coup, oui, c'est ça. Et c'est prêter des intentions même à Margaret Mead qui sont pas... C'est Margaret Mead qui est bête parce qu'aucune société ne peut être à ce point incohérente, puisque du point de vue, et c'est ça que va expliquer Nicole Claude Mathieu, on va finir là-dessus, je vais vous laisser avec ça, c'est que d'un point de vue de dominant, oui, la société, elle fait sens. Parce qu'en fait, les choses vont dans le même sens, elles vont toujours dans notre intérêt. Quand on est dominant, c'est pile on gagne, face on gagne. Quand on est opprimé, en fait, on est sans arrêt confronté à des injonctions paradoxales, tout le temps. Et ce qu'explique Nicole Claude Mathieu, c'est que du coup, ça crée un rapport subjectif au monde qui est fragmenté, morcelé, très souvent contradictoire chez les opprimés. C'est ça qui fait qu'elles sont parfois pas compréhensibles et qu'elles ne rentrent pas dans les jolis modèles bien cohérents de l'anthropologue et qu'elles le font chier. C'est parce qu'elles ont une conscience dominée. Et je finis là-dessus parce que c'est important. Ce concept-là, il peut être rapproché de la notion de fausse conscience chez les marxistes, mais aussi de double conscience ou de conscience dédoublée qui a été théorisée par Webb Dubois, donc qui était un militant afro-états-unien, un militant antiraciste. C'est vraiment une figure clé de fin 19e, début du 20e. Voilà, je vous laisse avec ça et j'aimerais bien pour dans 2 semaines, dans les semaines qui viennent, vous regardiez si dans votre quotidien vous chopez des petites anecdotes d'anthropocentrisme. Ouais, que ça soit dans des textes que vous lisez ou dans des discussions et que vous les rameniez. Merci pour votre attention.